La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission et nous allons attaquer l'article 1. Je donne tout de suite la parole à Madame la ministre. Oui, je voulais à nouveau, Monsieur le Président, remercier les sénatrices et les sénateurs, et tout spécialement évidemment Laure Darcos pour la qualité du texte et la qualité de ce débat. Un mot pour dire qu'effectivement, si nous avons su garder le plus grand réseau de librairies d'Europe, c'est bien parce que l'action de l'État a été constante à travers les décennies précédentes. Mais que, comme dans d'autres secteurs culturels, il nous faudra passer d'une politique de l'offre à une politique de la demande sur les librairies et le fait de fréquenter les livres, et que la politique du pass culture est effectivement une des réponses aux questions qui est posée, c'est-à-dire de faire en sorte que de nouveaux lecteurs, qu'il y ait une conquête de ces nouveaux lecteurs. Alors dans ce débat, j'ai vu finalement qu'il y avait un très large consensus, sauf peut-être des interrogations sur l'article 1, et je voudrais y répondre très précisément, comme me l'a demandé la rapporteure pour avis Martine Berthet. Première question, cette mesure va-t-elle renchérir le prix du livre ? Ce n'est pas le cas. Cette mesure va imposer aux acteurs qui expédient des livres de facturer aux clients un minimum réglementaire en contrepartie de la livraison. L'idée est de donner une valeur à ce service qui n'est pas anodin. Or, aujourd'hui, il n'y a qu'un acteur qui pratique la quasi-gratuité systématique pour cette prestation. La mesure ne va pas renchérir le prix du livre, elle va simplement contraindre cet acteur à faire payer le service de livraison, comme le font tous ses concurrents. Deuxième argument utilisé, et c'est un des arguments exprimés lors de ces échanges, cette mesure va pénaliser les Français vivant dans des zones éloignées de toute librairie. On estime aujourd'hui qu'il y a 3300 librairies en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de points de vente du livre, que cela soit à titre principal ou non. Beaucoup de Français achètent leurs livres dans des maisons de la presse, des grandes surfaces culturelles ou encore au rayon livre des grandes surfaces alimentaires. Les panels de consommateurs le montrent, nos concitoyens qui sont dans cette situation géographique préfèrent acheter très largement leurs livres dans les grandes surfaces, ils ne dépendent pas de la vente en ligne. L'achat de livres en ligne est une pratique qui s'est surtout développée chez les habitants des grandes villes, en particulier ceux appartenant à des catégories socio-professionnelles favorisées. Troisième argument qui est utilisé, cette mesure serait inefficace puisqu'elle ne changera rien pour les petites librairies qui ne pratiquent pas la vente à distance. La régulation de la loi Lang n'a pas pour objectif de soutenir les petites librairies, mais de préserver la plus grande diversité possible dans tous les canaux de vente en détail. La vente en ligne est donc un canal au sein duquel il est primordial de préserver la plus grande diversité. Or, dans ce domaine, on observe qu'un acteur gagne très rapidement des parts de marché. Cette croissance n'est pas due à des performances logistiques. Les délais de livraison standards sont les mêmes que tous ses concurrents. Elle n'est pas non plus due à la richesse de son assortiment. Tous les détaillants en ligne peuvent proposer à la vente l'intégralité du catalogue disponible. Elle est donc principalement due à une violente concurrence sur les tarifs de livraison. Cette concurrence est telle qu'aujourd'hui, cet opérateur dominant propose systématiquement la quasi-gratuité pour cette prestation, alors qu'aucun autre ne le fait. Nous sommes exactement dans la même situation que celle que connaissaient les commerçants de livres il y a 40 ans, avant que ne soit votée la loi sur le prix unique. Une concentration est à l'œuvre et la diversité est en danger. Il faut donc interdire cette concurrence par les prix. Tous les autres détaillants bénéficieront de cette mesure. D'abord, ceux qui se sont engagés dans la vente en ligne et qui souffrent aujourd'hui grandement d'une concurrence tarifaire sur laquelle ils ne peuvent s'aligner. Ensuite, ceux qui ne sont pas encore sur ce canal et qui voudraient s'y implanter. La situation actuelle dissuade bon nombre de libraires de s'engager sur ce terrain parce que le jeu leur paraît perdu d'avance. À cet égard, je suis très étonné d'entendre l'argument suivant lequel cette régulation pourrait constituer une barrière pour les nouveaux entrants qui voudraient conquérir le marché avec des tarifs très bas. Aucun nouvel entrant n'aura les capacités financières de concurrencer durablement l'entreprise actuellement dominante en proposant une offre déficitaire. Cet argument me semble théorique.
Cette régulation pourrait aussi bénéficier aux boutiques. La tarification, même si elle n'est pas très élevée, pourra inciter les lecteurs à aller retirer leur commande en magasin ou même à la passer chez le détaillant le plus proche. Ces déplacements sont propices aux achats d'impulsion et donc à la diversité de la création. Quatrième argument entendu, cette mesure réduirait les pratiques de lecture et nuirait au marché du livre. L'érosion des pratiques de lecture a des causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes à traiter que la question du prix du livre. Le livre est un bien culturel très accessible dans notre pays et il l'est de plus en plus. Entre 2000 et 2020, l'indice général des prix a progressé de 33%, alors que l'indice du prix des livres n'augmentait que de 22%. Le livre est donc devenu, en valeur relative, de moins en moins cher. Et durant la même période, les pratiques de lecture ont continué de s'éroder, comme le montrent les statistiques sur les pratiques culturelles produites par mon ministère. Cette évolution est due à la fois à des tendances de fond de la société française et aussi, plus récemment, à la démultiplication des écrans dans notre vie quotidienne. La question de frais de livraison à domicile des livres dont nous parlons aujourd'hui est dérisoire devant de telles forces qui sont à l'œuvre. J'entends l'argument selon lequel cette mesure va améliorer la marge du principal opérateur au détriment des lecteurs. On ne peut pas nier que quand on interdit à un opérateur économique d'user de pratiques tarifaires jugées exagérément basses, on préserve sa rentabilité malgré lui. Mais c'est une chose bien connue, cet opérateur a comme stratégie de sacrifier sa rentabilité pour conquérir le marché par des politiques de prix agressives. Il compense ses pertes en offrant d'autres services, ce qui revient à faire du livre un produit d'appel. La régulation dont nous parlons aujourd'hui contrarie directement cette stratégie. Quant à savoir si cette tarification minimale est véritablement une pénalité faite au lecteur, je pense que ça se discute. Cette gratuité artificielle de la livraison à domicile, en permettant la concentration, porte directement atteinte à la diversité de la création éditoriale. Pour que le lecteur d'aujourd'hui puisse continuer demain d'avoir une offre de livres stimulante et renouvelée, il faut à tout prix préserver la diversité des acteurs de la vente au détail. Mais la quasi-gratuité permet également le développement de pratiques de consommation totalement délétères pour l'environnement. Comme la livraison est quasi gratuite, quel que soit le poids de mon colis ou sa valeur, je peux tout à fait, par confort, fragmenter mes commandes à mesure que l'idée me prend d'acheter tel ou tel livre. Il s'ensuit ensuite une démultiplication des emballages et des livraisons, avec toutes les conséquences néfastes que cela engendre. Enfin, vous me demandez quelles sont les intentions du Gouvernement pour fixer le tarif minimum, et vous avez bien raison de me le demander. Si vous votez cette régulation, l'arrêté sera pris conjointement avec mon collègue ministre de l'économie. À ce stade, je me contenterai de partager avec vous certaines réflexions. Il s'agit à la fois de permettre à un nombre significatif de libraires de pouvoir exercer une activité de vente à distance dans des conditions qui ne soient pas déficitaires, mais aussi de ne pas créer de rente de situation ou de perte pour le marché du livre par un tarif trop élevé. La marge commerciale tirée par les détaillants de la vente de livres est relativement homogène. Elle est proportionnelle au nombre de livres vendus et donc au poids du colis. Si l'objectif est que l'opération ne soit pas déficitaire, alors il faut que la marge du détaillant puisse absorber la différence entre le tarif minimum que nous allons fixer et le coût réel que le détaillant devra supporter auprès de son prestataire d'expédition. Par exemple, si je me fais livrer de nombreux livres dans le même paquet, la marge qu'en tire mon libraire lui permet de m'offrir la livraison à domicile sans que cette opération soit déficitaire pour lui. Nous n'aurons donc aucun intérêt à fixer des tarifs minimaux élevés pour les commandes importantes. C'est pour les colis plus légers que le gouvernement devra interdire la gratuité, mais en plaçant toujours le tarif minimum à un niveau modéré pour éviter les situations de rente ou de voir des clients renoncer à l'achat. C'est ce travail de précision que nous attendrons de l'Arcep, sur l'avis de laquelle le Gouvernement pourra arrêter cette grille tarifaire. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je pense avoir répondu complètement à votre légitime questionnement. Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, pardon, Madame la rapporteure, Madame l'auteur de la proposition. D'abord, je voudrais féliciter moi aussi Laure Darcos pour son engagement pour ce produit essentiel qu'est le livre. Évidemment, la Commission des affaires économiques a émis des réserves parce que la Commission ne pense pas que l'instauration d'un prix plancher changera le comportement des lecteurs, d'autant plus que ceux-ci sont en règle générale des lecteurs aisés et donc leur transfert vers les librairies n'est pas une chose évidente. Pas plus que nous pensons que l'enrichissement immédiat d'Amazon ou d'autres plateformes fera du bien aux librairies, puisque je pense que l'argent collecté servira à améliorer et à développer de nouveaux services qui viendront donc en concurrence, là aussi, avec les librairies. Moi aussi, Monsieur Bargeton, Madame Morin-Desailly, je pense que c'est d'abord le dynamisme et la particularité des librairies, la qualité de ces libraires, c'est l'engagement des collectivités locales qui viendra sauver les librairies, mais c'est aussi probablement une réforme fiscale européenne d'ampleur qui apportera une réelle égalité entre le commerce physique et le commerce numérique. Mais nous avons respecté la position de la commission de la culture, Monsieur Bargeton, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas redéposé cet amendement. Dès lors, moi j'ai des questions à poser à Madame la Ministre, très rapidement, parce que mon temps tourne. Comment, Madame la Ministre, allez-vous respecter la promesse du Président de la République? Je la rappelle, il faut qu'il y ait, dit-il, un prix unique de tous les livres, le livre que l'on va acheter à la librairie comme le livre que l'on reçoit à la maison. Demain, ce prix ne sera pas le même pour celui qui reçoit le livre à la maison que celui qui va à la librairie, puisqu'il le paiera 2 €, 3 €, 2,50 €, le prix plancher que vous allez déterminer, plus cher que dans les librairies. Et deuxième question, vous nous dites vouloir assurer plus d'équité entre les librairies qui veulent livrer à domicile pour ne pas être en concurrence déloyale avec Amazon ou avec la Fnac. Aujourd'hui, un libraire paye entre 5 et 7 €. Amazon ne facture rien. Demain, peut-être qu'Amazon on paiera 2,50 € ou 3 € pour la livraison d'un livre, mais on paiera toujours entre 5 et 7 € pour un livre qui nous viendra d'une librairie. Il n'y aura donc toujours pas d'équité entre ces deux modes de livraison. Donc, nous n'aurons pas atteint l'objectif. Comment allez-vous régler ça? Sinon, à compenser, ce qui serait un comble, l'écart entre le coût de la livraison et le prix plancher. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je passe maintenant aux amendements, avec un amendement 2 de Madame Darcos. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement, sa rédaction propose en fait de sécuriser le dispositif que nous avons mis en place, en fait prévu à l'article 1, et de s'assurer qu'aucune stratégie de contournement ne puisse être mise en œuvre, que ce soit au moyen de programmes de fidélité permettant la livraison gratuite de livres aux adhérents ou par l'incitation à commande des paniers qui ne seraient pas exclusivement composés de livres. Il convient à cet égard d'éviter que ne se reproduisent les contournements observés après l'adoption de la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de vente à distance des livres. Pour mémoire, cette loi a posé l'interdiction pour le détaillant de pratiquer un prix de vente au public différent de celui fixé par l'éditeur ou l'importateur lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Elle a toutefois autorisé à pratiquer une décote à hauteur de 5% de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. Or, un puissant acteur économique, leader de la vente en ligne, n'a pas hésité immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2014 à facturer ce service 1 centime d'euro, au point de provoquer une distorsion de concurrence contraire à l'esprit de la loi du 10 août 1981, relative au prix du livre, en vertu de laquelle les frais de port doivent être considérés comme indissolublement liés au prix du livre, dont ils ne constituent qu'un accessoire. Cet amendement concourt par voie de conséquence à la préservation de la diversité de la création proposée par les libraires et les grandes surfaces culturelles, au maintien de l'accès de tous les citoyens à la culture et au soutien à l'économie locale des centres-villes et centres-bourgs. Est-ce que je peux me permettre juste de répondre à ma collègue Sophie Primas sur la conclusion de son expression, puisque, à l'inverse de ce que vous dites, ma chère collègue, Madame la Présidente, c'est que les libraires ne paieront plus, en effet, 7 ou à 10 €, puisqu'il y aura ces 2 €, 2,50 € qui seront payés par le consommateur et non plus par le libraire. Donc, de toute façon, pour lui, ça sera beaucoup plus positif, puisqu'on parlait de prix plancher, et c'est valable donc autant pour celui qui ne payait rien que celui qui payait trop. Voilà. Bien, non, on en reste à l'amendement. Les débats, c'est après.
Avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur cet amendement. Favorable. Ah pardon, j'en étais à l'heure d'Arcos, avis de la commission d'abord. Oui, vous avez, oui. Mais non, mais vous avez... Oui, peut-être cet amendement prévoit de renforcer l'interdiction de la gratuité des frais de port pour les livres et fort des stratégies de contournement qui ont été mises en place par les grandes plateformes en ligne après la loi de 2014. Cette précision semble nécessaire pour éviter que cette gratuité soit réintroduite indirectement, par exemple via des cartes de fidélité ou des avantages spécifiques. Avis donc favorable. Très bien. Madame Morin-Desailly. C'est pour une explication de vote et soutenir l'amendement de notre collègue Laure Darcos et juste réagir aux propos de notre collègue Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je partage avec elle le souci qu'il y ait à avoir enfin une fiscalité des géants du numérique, mais on en parle depuis plus de 10 ans. Et on voit à quel point c'est plus que laborieux, mais il n'y aura pas que la fiscalité qui permettra de résoudre ces problèmes de comportement des plateformes. Il y a les problèmes de concurrence déloyale. Tant que Bruxelles n'aura pas appliqué les textes de règlement, et j'espère que le DMA, le Digital Market Act, va être une solution pour établir des règles de concurrence loyale. Aujourd'hui, il faut 7 ans de procédure à la Commission pour établir qu'il y a eu des concurrences déloyales de la part de ces plateformes et des abus de position dominante. Mais il n'y a pas que ça, il y a la stratégie de captation des données qui est liée au modèle économique de ces plateformes. Donc ce modèle économique est un modèle, on l'a déjà démontré, assez pervers, assez toxique, et il y aura toujours des stratégies de contournement des mesures que nous prendrons, quelles qu'elles soient. Donc c'est bien au-delà des simples questions, malheureusement, de fiscalité, d'où cette extrême vigilance que nous avons pas à pas à essayer d'établir une législation qui soit moins asymétrique, plus favorable à notre économie et au modèle auquel nous sommes attachés. Merci. La parole est à Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voudrais réexprimer ici de façon un peu solennelle ce que j'ai dit en commission, de façon sans doute trop véhémente, et je vous prie de m'en excuser, Madame Berthet, mais vous savez ce que c'est que la commission de la culture. Elle défend un certain nombre d'exceptions. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que là, en l'occurrence, Amazon, puisque personne ne le cite, vous me permettrez de le faire, à une stratégie de vente à perte, puisqu'il s'agit d'un marché sur lequel il y a un prix unique du livre. La seule solution pour Amazon de s'attaquer au prix unique du livre, c'est de ne pas facturer la livraison ou de la facturer à un niveau ridiculement bas. Il s'agit de quelque chose qui est puni par la loi, il s'agit d'une revente à perte. Et ce que nous faisons ici, c'est simplement défendre une loi que Amazon, avec un modèle extrêmement sophistiqué, a réussi à détourner. Et je suis tout à fait l'avis de notre collègue Laure Darcos, parce que malheureusement, avec Amazon, on est dans la dialectique du glaive et du bouclier. Là, vous avez très judicieusement trouvé une solution pour éviter cette vente à perte. N'en doutons pas, Amazon trouvera d'autres subtilités pour continuer à attaquer ce qui, pour elle, est un objectif économique et politique majeur, c'est le prix unique du livre. Et ce qu'on défend là, chers collègues, je crois que tout le monde en a conscience, c'est le prix unique du livre. Et c'est aussi la possibilité pour ces grandes entreprises supra-étatiques de pouvoir fixer elles-mêmes les prix du marché en toute liberté, c'est-à-dire interdire toute forme de régulation du marché par les États. L'enjeu économique, c'est celui-là, je crois qu'il faut en avoir conscience. Ensuite, il faut regarder, et j'en finirai, Monsieur le Président, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et la demande de loi anti-monopole. Je pense que c'est l'une des solutions. Il faudra à un moment donné s'attaquer au monopole des GAFAM. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 2 avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.
Amendement 3, Madame Darcos. Oui, cette rédaction proposée par l'amendement permet de se rapprocher de terminologies usitées dans le code des postes et communications électroniques. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, il s'agit d'un amendement rédactionnel formulé suite à un avis du Conseil d'État. Avis favorable. Madame la ministre. Avis favorable. Très bien. Je mets aux voix l'amendement 3 avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 7, Madame Darcos. Merci beaucoup. Alors, cet amendement, je m'en prie, vous m'en excusez, arrive un peu tard. Ça aurait été préférable qu'il arrive au moment de la commission, mais il fallait qu'on vérifie certaines choses. En fait, les articles 8.1 et 8.7 de la loi numéro 81-766 du 10 août 81 relative au prix du livre, introduit par la loi numéro 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit une procédure d'assermentation d'agents relevant du ministère chargé de la culture, afin de leur accorder des pouvoirs d'enquête et de constatation des infractions aux lois relatives au prix du livre. Alors qu'ils étaient initialement envisagés par la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l'application de la législation encadrant le prix du livre par les agents du ministère chargé de la culture et de les transférer aux agents de la DGCRF, cet amendement propose la suppression du dispositif introduit par la loi du 17 mars 2014, compte tenu de l'absence de mise en œuvre de cette compétence depuis son institution. Alors qu'aucune infraction n'a été à ce jour formalisée par ce biais, il est en effet proposé de ne pas maintenir cette compétence auprès d'agents dont les fonctions sont initialement de soutenir et d'accompagner la politique du livre dans les territoires et non d'opérer des actions de contrôle et de police auprès des acteurs de ce secteur. En outre, la DGCRF, qui détient d'ores et déjà une compétence de droit commun s'agissant d'information du consommateur sur les prix, n'exerce pas dans la pratique cette compétence pour ce qui concerne la vente de livres, dont le cadre juridique particulier supposerait une lourde démarche d'appropriation de la part des agents de la DCRF. Enfin, la suppression du dispositif de contrôle des lois relatives au prix du livre par des agents assermentés peut aujourd'hui être envisagée sereinement, alors que l'institution du médiateur du livre prouve depuis 2014 son utilité et sa pleine efficacité pour veiller à la bonne application de ces lois. Et je vous verrai tout à l'heure un amendement qui le complète et qui du coup change les personnes qui pourront vérifier auprès du médiateur du livre le prix du livre. Bien, avis de la commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de supprimer le contrôle administratif du respect effectif de la loi sur le prix unique du livre. Il doit se lire de manière complémentaire avec l'amendement numéro 8 du même auteur à l'article 4, qui redéfinit le rôle du médiateur du livre et des modalités de contrôle de cette loi. L'article 1er transfère à la DGCCRF le contrôle sur la loi du prix unique du livre, actuellement exercé par les services du ministère de la Culture. Au nom de l'efficacité, j'avais approuvé comme rapporteur cette simplification, sachant qu'aucune infraction n'a jamais été constatée par ce biais. Or, il n'est pas certain que la DGCCRF fasse mieux sur un secteur très spécifique. Le mécanisme proposé par la combinaison des amendements numéros 7 et 8 consiste à faciliter, en cas de problème, la saisine du juge judiciaire par les organisations professionnelles. Avis favorable donc à cette mesure de simplification administrative. Merci. Avis du gouvernement, Madame la ministre. L'institution pour ce contrôle du médiateur du livre fait l'unanimité, c'est donc un avis favorable. Très bien. Je mets donc aux voix l'amendement 7 avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 1 ainsi modifié. Qu'est-ce qui se passe, Oui, Madame la Présidente. Une rapide prise de parole, parce que je voudrais de nouveau me tourner vers Madame la Ministre pour lui demander quel est le mécanisme de facturation des frais d'expédition. Est-ce que ça va être un prix plancher qui sera adapté pour tout le monde, ou est-ce que ça sera un prix plafond finalement? C'est-à-dire que est-ce que les libraires vont payer la même chose qu'Amazon? C'est-à-dire, est-ce que le plancher va être un plafond? Et dans ce cas, qui va payer la différence entre le coût réel de livraison et le coût d'affranchissement? Voilà, je voudrais avoir cette précision parce que je ne comprends pas ce mécanisme. Merci. Madame la ministre. Comme je vous l'ai indiqué dans mon propos le plus complet sur l'article 1, toute cette affaire va donner l'occasion d'un travail qui va être fait d'ailleurs avec l'autorité de la concurrence pour trouver le mécanisme le plus efficace pour garantir que la concurrence les règles de la concurrence soient bien respectées entre les ventes
en ligne, enfin, les ventes sur plateforme et les ventes en librairie indépendante. C'est un travail collaboratif qui va être entamé. Et bien sûr, si vous souhaitez y participer, ce sera bien volontiers. Très bien. Je mets donc aux voix l'article 1, ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? C'est pas, pardon. Oui, la recette. Mais tout le monde avait corrigé de lui-même. C'est une évidence. Très bien. Alors, sur le coup, j'ai demandé qui est pour, mais je n'ai pas demandé qui est contre. Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 1 est adopté. Après l'article 1er, un amendement 6, Monsieur Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, si la loi de 2011 a permis de clarifier la place du livre numérique vis-à-vis de la loi langue, il semble qu'il y a encore des trous dans la raquette. C'est notamment le cas du livre audio numérique qui se trouve dans une position, je dirais, bancale. Si un rescrit fiscal de septembre 2009 a reconnu le livre audio physique comme un livre, et donc entrant dans le champ de la TVA réduite, ce n'est pas le cas pour son voisin en tout numérique. Comme le déclarait l'ancien chef de département de l'économie du livre au ministère de la Culture, Guillaume Husson, je cite, « Nous ne disposons pas de base juridique pour ce qui concerne le livre audio numérique, même si une lecture de la loi de 2011 et de son décret ne s'oppose pas à l'assimiler comme un livre. » Fin de citation. Rien n'empêche donc, mais rien n'oblige non plus. C'est notamment grâce à ce flou que la filiale de Hachette, Audiolib, a pu proposer des livres gratuits pour tout téléchargement de l'application Audible appartenant à Amazon. Cette promotion, qui aurait dû être identique pour tous les sites et applications de livres audio numériques, a été exclusive à Audible. On l'a trouvée ainsi à 21,60 € chez les concurrents. Alors oui, il est vrai que la majorité des éditeurs jouent actuellement le jeu du prix unique, mais rien ne les y oblige. Et fatalement, on se trouve avec des cas comme celui que je viens de citer. Ces démarches pourraient d'ailleurs se multiplier quand on voit la place de plus en plus importante que prennent d'une part les livres numériques et d'autre part Amazon qui, avec Audible, mais aussi Kindle, tente de plus en plus d'imposer sa loi. Il semble donc plus sécurisant pour les libraires de procéder à cette petite rectification législative pour mettre au même niveau les livres audio physiques soumis au prix unique et leurs homologues audio qui y échappent. C'est tout l'enjeu de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je comprends l'objet de cet amendement, mais le livre audio, produit mixte par excellence, n'est pas couvert par la loi sur le prix unique qui concerne les livres imprimés et les livres numériques. Il n'est cependant pas certain qu'il faille l'inclure dans cette loi. Tout d'abord, ses coûts de production peuvent être très différents d'un livre à l'autre, voire d'une version à l'autre, comme dans le cas d'un classique. Il s'agit en réalité d'un marché encore naissant qui doit trouver son modèle économique. Ensuite, la rédaction retenue par l'amendement est peu satisfaisante en ne précisant pas suffisamment bien l'objet recherché. De fait, il me semble qu'elle est trop large et va bien au-delà du livre audio, avec le risque donc de forcer une application de la loi sur d'autres types de supports, comme par exemple les œuvres cinématographiques tirées de romans. Elle supprime également le renvoi essentiel au décret. Et enfin, je crois que toute modification dans ce sens devrait, comme les autres dispositions de la loi l'ont été, être l'objet d'une large concertation avec les professionnels du secteur. Donc j'en suis désolée, chers collègues, mais pour toutes ces raisons, je propose un avis défavorable. Très bien. Avis du gouvernement, madame la ministre. Je suis absolument d'accord avec les arguments de la rapporteure. Bien entendu, l'amendement, si j'en comprends les contours et la philosophie, il va évidemment bien au-delà de l'objectif affiché. Et effectivement, l'argument que vous relevez, rien n'empêcherait dans la rédaction actuelle d'inclure les adaptations cinématographiques diffusées sous forme numérique dans la loi de 2011. Et puis, effectivement, cette démarche demande une concertation avec les professionnels. Ils sont très divisés pour l'instant. C'est le moins qu'on puisse dire que cette disposition ne fait pas consensus au sein de la profession. Il convient donc de s'interroger sur son opportunité. Ce texte, il a un énorme avantage, c'est qu'il fait vraiment consensus dans toute la filière du livre. Et je crois qu'il faut rester sur cette philosophie, la philosophie qu'a voulu Lord Darcos. Il y a un développement d'un marché du livre audio qui est encore émergent. Il a besoin de se stabiliser. Je dirais donc que c'est trop large et c'est prématuré que cette disposition. Je mettrai donc un avis défavorable. Très bien.
L'amendement est maintenu. Il est retiré. Merci. Je passe à l'article 2 avec un amendement 5 de Monsieur Dossus. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de précision sur la possibilité donnée aux communes et à leurs groupements d'accorder des aides économiques aux librairies indépendantes. Parce que je n'ai pas eu de réponse sur la métropole de Lyon, puisque vous savez qu'elle est devenue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Et donc, elle exerce à la fois les compétences du département et de l'EPCI de son territoire. Mais ce n'est pas juridiquement un groupement de communes, qui est le terme utilisé dans la proposition de loi. Et c'est pour ça que je voudrais savoir si on doit rajouter ou pas la métropole de Lyon dans le texte, sachant qu'il y a 70 librairies labellisées indépendantes sur le territoire. Ça pourrait être un problème si jamais on ne pouvait pas avoir les possibilités offertes par le texte d'apporter des aides économiques à ces librairies. Merci. Si avis de la commission, Madame la rapporteure. Le présent amendement vise à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de verser une subvention à ces librairies. Cet amendement souligne utilement le statut spécifique de la métropole de Lyon issu de la loi du 27 janvier 2014. Je rappelle cependant que l'article L. 3611-4 du Code général des collectivités territoriales indique que pour l'exercice de ses compétences, la métropole de Lyon dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dès lors, il me semble que la précision apportée par l'amendement est superfétatoire, mais il est effectivement essentiel de bien le confirmer. Aussi, je demanderai l'avis du Gouvernement pour que la ministre puisse confirmer cette lecture. Avis du Gouvernement, Madame la ministre. Argumentation parfaitement argumentée. C'est bien comme réflexion, pertinente, disons. Et le texte est parfaitement clair. Donc la crainte qui a été soulevée par Monsieur Dossus est parfaitement. On y a répondu de façon claire. Donc c'est un amendement inutile. Il est maintenu, Monsieur Dossus. Il est retiré. Donc je peux mettre aux voix l'article 2 non amendé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 3, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 4, l'amendement 8 est un sous-amendement, mais l'amendement 8 annoncé par Madame Darcos tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, alors qu'il était à juste titre envisagé par la proposition de loi de revenir sur la compétence de contrôle de l'application de la législation, comme je vous l'avais dit, il convient maintenant de veiller à la possibilité d'effective pour les parties concernées de saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement toute infraction. Il s'agit de prévoir une exception à la compétence préjuridictionnelle obligatoire du médiateur du livre sur les litiges relatifs à l'application des lois relatives au prix du livre, prévues par l'article 144 de la loi numéro 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en permettant aux personnes et aux organisations qui ont la capacité de saisir le médiateur du livre d'introduire une action en référé sans avoir à opérer une saisine préalable du médiateur. Afin de ne pas remettre en cause, au-delà de cette stricte mesure, le cadre juridique dans lequel opère le médiateur du livre, qui a su prouver son utilité et son efficacité, cette exception doit être réservée aux cas urgents nécessitant une intervention rapide qui n'est pas compatible avec la temporalité propre au dispositif de conciliation. Cet amendement définit ainsi les motifs susceptibles de légitimer l'absence de saisine du médiateur, à savoir en cas de recours en référé lié à l'urgence ou en cas d'indisponibilité du médiateur, notamment en cas de vacance de la fonction. Ce dernier cas couvrirait tous les cas de recours au juge, que ce soit pour une action en référé ou au fond. L'ajout de ce nouveau paragraphe nécessite de scinder l'article 4 en deux parties. Je rajoute que le médiateur du livre est tout à fait favorable à cette disposition. Ils sont très peu nombreux dans son équipe, et donc ça permettrait de pouvoir en effet avoir un double effet pour saisir en effet les compétences juridictionnelles. Si cet amendement est frappé d'un sous-amendement numéro 9, Madame la Ministre. Oui, je partage complètement l'amendement de Madame Darcos qui répond à une attente forte des acteurs de la commercialisation du livre, qui souhaitent pouvoir faire cesser de manière urgente des opérations manifestement contraires aux dispositions encadrant le prix du livre. Cette possibilité d'agir devant le juge des référés est tout à fait complémentaire de l'action du médiateur du livre, mais la rédaction, chère Laure Darcos, mérite d'être précisée. C'est le sens de ce sous-amendement visant à encadrer plus strictement les cas de recours en référé, en précisant le motif tenant à l'indisponibilité du médiateur du livre
et sous-amendé, je mets un avis favorable à votre amendement. Merci. Avis de la commission sur le sous-amendement et sur l'amendement, madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sous-amendement précise le cadre dans lequel le recours au médiateur n'est pas nécessaire. Cette proposition est de nature à mieux encadrer les relations entre les professionnels, le médiateur et la justice. Avis donc favorable. Et quant à l'amendement numéro 8, que je défends aussi tout de suite, merci. Cet amendement dispense les organisations professionnelles de l'obligation de recours amiable devant le médiateur du livre pour assurer le respect de la loi sur le prix unique. Cette médiation constitue en effet un frein à l'efficacité dans le cas où l'urgence commande précisément d'agir rapidement en référé. Dès lors, le contrôle du respect de la loi sur le prix unique serait transféré aux professionnels du secteur et à la juridiction. Cela m'apparaît comme un gage d'efficacité et donc avis favorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix d'abord le sous-amendement 9 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc, je mets aux voix l'amendement 8 de Madame Darcos sous-amendé avec 2 avis favorables, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 6, un amendement 4 du gouvernement, Madame la Ministre. Le gouvernement souscrit complètement aux objectifs, aux avancées du texte proposé par Madame Darcos. Je lève donc le gage qui est prévu à l'article 6. Très bien. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Avis très favorable sur cet amendement qui marque l'accord du gouvernement sur ce texte. Très bien. Il faudra un jour m'expliquer ce qu'est le très favorable, le moyennement favorable et le favorable tout court, mais je prends. Donc, je mets aux voix l'amendement 4 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 6, je le mets aux voix. Il est supprimé, pardon. Oui. Pas d'article 6. Alors, un intitulé de proposition de loi avec l'amendement 1 de Madame Darcos. Merci, Monsieur le Président. En effet, au moment où j'ai déposé cette proposition de loi juste avant les fêtes de Noël, j'ai oublié un mot important qui est la confiance. La confiance entre ces acteurs. Et donc, je vous propose de rédiger l'intitulé de la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ces acteurs. Et je dois dire que les amendements peu nombreux ont montré qu'au fond, ces acteurs me faisaient confiance et se faisaient confiance entre eux. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Vouloir introduire la notion de confiance dans ce titre entre les acteurs qui a parfois fait défaut est un objectif qui est éminemment louable, évidemment, donc avis favorable de la commission. Gouvernement. Avis très favorable. D'accord, très bien. Non, mais on fera une échelle. Allez, en attendant l'échelle, je soumets donc au vote l'amendement numéro 1 avec 2 avis très favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui. Madame la rapporteure? Mais non, vous n'avez pas la parole. Qu'est-ce que vous me racontez? Merci. Non, pas une explication de vote, mais une conclusion pour remercier Madame la Ministre ainsi que ses services, remercier la direction de la séance et la présidence, cher Roger et mes chers collègues, bien évidemment, et puis remercier le groupe et la commission pour m'avoir confié ce rapport. Ça a été un plaisir de le mener à bien et féliciter évidemment Laure Darcos pour ce beau succès, cette belle PPL qui a été votée dans cet hémicycle ce soir. Merci à tous. Merci, chère Céline, mais je vais donner la parole à ma chère Laure qui l'a demandé. C'est la révolution. Enfin alors, bref. Laure. Allez, Madame Darcos. Merci. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, oui, ça fait dans la joie et la bonne humeur. Non, écoutez, je ne pouvais pas imaginer l'émotion que je peux avoir parce que c'est en effet
un texte qui me tenait vraiment particulièrement à cœur, et je remercie en effet encore une fois mes deux rapporteurs et Céline. Je suis ravie parce que c'était ton premier rapport. Bien évidemment, remercier notre cher administrateur qui ne manque jamais d'humour, même dans les moments un peu tendus. Mon président de la commission, vraiment Laurent Lafont, qui m'a fait confiance. Mon président de groupe, qui, dès le début, en effet, m'avait promis d'inscrire ce texte. Et je pense qu'en effet, le Sénat peut se glorifier d'avoir pu parler du livre en ces temps où on parlait plus de sécurité et de sujets régaliens. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Madame la ministre, merci infiniment pour votre soutien avec toute votre équipe de la direction du livre et du cabinet. Et voilà, je suis vraiment une sénatrice comblée ce soir si vous votez ce texte. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Je dois dire que j'ai rarement présidé un débat aussi finalement serein et unanime. Madame la ministre, revenez quand vous voulez. Allez, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance mercredi 9 juin à 15 h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.